Bonsoir très chers étudiants. Nous sommes aujourd'hui dans la séance numéro 3 de notre cours économie d'entreprise. Alors, la dernière fois nous avons débuté le chapitre 2. La dernière fois nous avons débuté le chapitre 2 qui était intitulé les ménages et la consommation. Alors, dans ce chapitre, nous avons ressorti les déterminants de la consommation. Nous avons ressorti les déterminants de la consommation, les relations entre la consommation et le prix. Nous avons déterminé l'élasticité prix de la demande. Alors, la dernière fois, je vous ai expliqué le phénomène de l'élasticité. Qu'est-ce que l'élasticité permet de mesurer? L'élasticité permet de mesurer donc la sensibilité de la demande face à une modification du prix ou du revenu. Parce que nous avons l'élasticité prix de la demande que nous avons calculé la dernière fois et interprété. Nous avons aussi l'élasticité prix par rapport au revenu. L'élasticité prix par rapport au revenu. Oui, nous avons ici l'élasticité prix de la demande et là, l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Ici, c'est le rapport entre la variation relative de la demande à la variation relative du revenu. Dans la première forme d'élasticité, on faisait une comparaison entre quoi? Le prix et la demande. Une variation du prix influençait la demande. On était dans une optique où lorsque le prix varie, alors la demande varie dans un sens inverse. Ça veut dire que si on augmente les prix, on va diminuer la demande. Mais si on diminue les prix, on va augmenter la demande. Maintenant, nous sommes plutôt dans l'élasticité de la demande par rapport au revenu. La petite formule élasticité de la demande par rapport au revenu, ça sera quoi? La variation de la demande sur la variation de Q sur Q divisé par la variation de R sur R. Exemple, déterminer ES qui est l'élasticité. Si Q passe de 900 à 1000, si Q passe de 900 à 1000, ça veut dire quoi? Les quantités, la demande a augmenté. Elle est passée de 900 à 1000. Le revenu aussi a augmenté. Il est passé de 12 000 à 14 000. La variation et on trouve ER égale à 0,66. On peut donc interpréter que l'augmentation du revenu, l'augmentation de 1% du revenu induit une augmentation de 66% de la demande. Ça veut dire que le revenu et la demande évoluent dans le même sens. Je pense que c'est logique. Si votre revenu augmente, alors votre demande peut augmenter sensiblement. Je peux prendre un exemple terre à terre en disant, si vous achetez, je pense que j'ai pris cet exemple la dernière fois, on peut même toujours le refaire au niveau du paquet de sucre. Si vous avez en votre possession 1500 francs et que le paquet de sucre coûte 900, vous serez obligé d'acheter un seul paquet. Alors que si votre revenu passe de 1500, disons, à 1800, le paquet de sucre, là, vous pouvez maintenant vous retrouver en train d'acheter 2 paquets. Parce que le revenu que vous avez vous permet d'accéder à une quantité plus grande de biens. Alors, après les déterminants économiques de la demande, de la consommation, on avait dit que les déterminants économiques, on avait quoi? On avait le prix, on avait le revenu. Parce que le prix ou le revenu influence la consommation. Maintenant, on a les déterminants non économiques. Nous allons dérouler les déterminants non économiques et expliquer. Parmi les déterminants non économiques, nous avons la classe sociale. Lorsque je dis la classe sociale, si vous êtes dans une classe sociale bourgeoise avec un revenu relativement élevé,
la demande, elle sera totalement différente de celui qui est dans la classe moyenne ou qui se retrouve dans, disons, parmi les personnes avec des revenus relativement bas ou entre guillemets les pauvres. Alors, il y a l'âge. L'âge influence sur le revenu. Exemple, lorsque vous partez dans un débit de boisson, on écrit déconseillé au moins de 18 ans. Ça veut dire que le consommateur qui a moins de 18 ans, même s'il a un revenu et que même le prix de la bière ne soit pas élevé en son sens, il ne pourra pas acheter. Pourquoi? À cause de son âge. Il ne pourra pas consommer cette bière à cause de son âge. Vous voyez donc que son âge donc influence sa consommation. On a aussi le progrès technique. Lorsque vous ne disposez pas de certains outils, je parle dans le sens de nouvelles technologies, vous ne pouvez pas consommer un certain nombre de produits. Le gars qui a un téléphone, les petits téléphones là, à boutons, il ne peut pas facilement, il ne peut pas avoir accès aux services. Je parle des plus simples téléphones là, le genre qui n'a pas de service internet inclus. Il ne pourra pas acheter le service internet, même s'il a un revenu conséquent. Le simple fait qu'il ait ce téléphone-là, ça ne lui permet pas de consommer, d'avoir accès à Internet. On a le mode de vie. Lorsqu'on parle du mode de vie, je prends dans le mode de vie, moi je préfère souvent prendre le cas disons, prenons les obédiences religieuses. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est musulman, par exemple, je prends les deux là, les musulmans ne peuvent pas par exemple consommer de la viande du porc. Bien qu'ils aient le revenu nécessaire et que même peut-être le prix du porc sur le marché soit relativement bas, mais à cause du mode de vie, ils ne pourront pas consommer cela. On a maintenant aussi un autre élément, l'effet de suivisme ou d'imitation. Généralement, il y a des personnes qui consomment parce qu'elles ont vu les autres consommer. Vous achetez du poisson parce que vous avez vu votre voisin acheter du poisson. Ça, c'est un effet de suivisme. Ça veut dire que votre consommation, ou bien, oui, votre consommation est relative à la consommation des autres parce que vous imitez ce qu'ils font. On a la publicité. La publicité fait comment? La publicité a une certaine force psychologique. Parce que lorsque une publicité est bien faite, elle peut vous pousser à consommer le revenu, je vais dire à consommer le bien. Et pourtant, vous n'aviez même pas eu l'intention de consommer ce bien au départ, mais la publicité peut vous influencer. On a un autre élément, le sexe. Ici, le sexe, c'est à savoir le genre, soit le sexe masculin, soit le sexe féminin. Il y a des articles sur le marché, par exemple, les talons, c'est pour les filles. Bien qu'un garçon ait le revenu conséquent et que le prix même des chaussures, le prix des talons soit abordable sur le marché, il ne va pas consommer à cause de quoi? À cause de son sexe. Parce que son sexe, le fait qu'il soit de sexe masculin, ça ne lui permet pas de consommer un bien qui appartient normalement au sexe féminin. On a la composition et la taille de la famille. Lorsqu'on parle de la composition et la taille de la famille, la consommation va varier en fonction où on se trouve, par exemple, dans une famille monoparentale, où on a peut-être seulement la mère et 2 enfants, on a peut-être seulement le père et 1 ou 2 enfants, ça dépend. Ou on a une famille normale, avec le père, la mère et les enfants, ou encore on peut avoir une famille élargie, dans le sens où vous avez le père, la mère, les cousins, les oncles, les tantes. Vous verrez que la consommation, elle sera différente que l'on se trouve dans le cas d'une famille ou dans le cas d'une autre. Alors, on peut passer maintenant au comportement du consommateur. Pour parler du comportement du consommateur, on dira le consommateur cherche à produire le maximum de satisfaction pour lui-même sous les contraintes de son revenu et les prix des différents biens. Alors, la phrase là explique déjà tout. Lorsque vous voulez consommer un revenu, vous ne pouvez pas vous lever et vous partez seulement consommer.
il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il faut d'abord se poser, il faut d'abord que je vous explique une chose. Dans le point de vue, on appelle ça comment? Dans l'optique de l'économie, le consommateur est rationnel. Vous devez remettre ça en tête, que le consommateur est rationnel. C'est quoi un consommateur rationnel? Le consommateur rationnel, c'est celui-là qui se rassure que les prix des biens, qui se rassure que son revenu lui permet de consommer un certain type de biens ou de services. Exemple, un consommateur irrationnel peut être celui-là qui gagne ses 200 000 francs à la fin du mois, qui part dans un débit de boisson, consomme la totalité de son revenu. Il est irrationnel. Il est irrationnel parce que il ne pose pas d'abord les bases en se disant que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. Je dois consommer une partie, je dois épargner une autre. Celui qui est rationnel doit dire, nous avons d'abord les besoins de base, les besoins primaires. Il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut se loger. Au-delà de ça, il faut se déplacer. Parce que pour aller au travail, tu dois payer, même si tu as un véhicule, tu dois acheter, tu dois mettre le carburant dans le véhicule. Si tu n'as pas de véhicule, tu peux aller avec une moto ou un taxi. Alors, tu dois payer ça. Ça veut dire que tu dois considérer la charge de transport. Au-delà de la charge de transport, tu dois considérer la nutrition. Parce que tu dois déjeuner le matin, tu dois manger à midi, tu dois manger peut-être aussi le soir de manière, prenons quelqu'un qui a un rythme où il mange 3 fois par jour. Tu dois tenir compte de ces différentes charges-là. Alors, pour que le consommateur, donc, le comportement du consommateur, donc, doit tenir compte de quoi? Doit tenir compte de son revenu. Je suis contraint par mon revenu à acheter tel type de bien. J'arrive à la poissonnerie, je vois deux types de poissons. Un poisson, on dit le kilogramme, c'est 800 francs. Un autre poisson, on dit le kilogramme, c'est 1500. J'ai, disons, 1000 francs sur moi. Si j'ai 1000 francs sur moi et que pour ma consommation, je veux un kilogramme de poisson, je vais prendre le premier qui est de 800 francs parce que je suis rationnel. J'ai tenu compte de mon revenu et j'ai tenu compte des prix des biens avant de consommer. Alors, nous avons donc les contraintes économiques et la rationalité du consommateur. Un consommateur rationnel, donc, c'est celui qui cherche à maximiser sa satisfaction pour un budget donné. Il veut maximiser sa satisfaction. Ma satisfaction, si je suis le monsieur qui peut acheter le poisson, sera de pouvoir manger à satiété. C'est-à-dire de manger, pouvoir me rassasier. Alors, je ne peux pas l'acheter au-delà parce que si je vais au-delà, je ne pourrais pas aller au-delà de mon budget. Ici, le budget même, c'est quoi? Le budget donné, c'est la somme que tu auras en ta possession lorsque tu iras au marché. Tu ne peux pas aller au-delà de cette somme-là. Il est capable d'établir des relations de préférence ou d'indifférence entre plusieurs consommateurs. On a donc ce qu'on appelle, on a le grand petit 1,1, les courbes d'indifférence. En fait, la courbe d'indifférence, c'est quoi? C'est le lieu géométrique des combinaisons procurant aux consommateurs un même niveau de satisfaction. Je vais descendre. Voilà, la propriété, je vais passer à l'autre diapositive, après j'explique juste ça, parce que c'est sur la courbe que vous verrez un peu ce qui se passe. Propriété des courbes d'indifférence. Deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. La courbe d'indifférence est convexe vers l'origine des axes. La courbe d'indifférence est à pente négative. Je vais essayer de faire un dessin. Voilà. Si je viens là, voilà. Disons que c'est bon. Vous voyez ce qui se passe ici. Disons que là, j'ai ma courbe d'indifférence. On dit deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Je vais revenir là. Je vais mettre une autre courbe. Je vais mettre une autre courbe là. Disons qu'on a le 1 là et le 2 là. Voilà.
OK, c'est bon. Disons que nous avons la première courbe là, celle-ci, le 1 là et le 2 là. On dit deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Vous voyez, voici la première courbe, voici la deuxième courbe. Comme la deuxième courbe passe là, voici l'autre, elle ne se coupe jamais. Sur à quel niveau? Voilà. Deuxième élément, la courbe d'indifférence est convexe vers l'origine. Voici la courbe qui est convexe vers l'origine. La courbe d'indifférence est à pente négative. Voici la pente qui est négative. Vous voyez, elle part du haut vers le bas, c'est-à-dire de plus l'infini à moins l'infini. Pour une courbe d'indifférence, plus une courbe d'indifférence est éloignée des axes, plus la satisfaction est grande. Ça veut dire que si j'ai mes deux courbes d'indifférence ici, la satisfaction au niveau de la deuxième courbe est plus grande que la satisfaction au niveau de la première. Oui, avant de passer à l'équilibre du consommateur, est-ce que quelqu'un a des questions sur la courbe d'indifférence? Je viens maintenant au niveau de l'équilibre du consommateur. Un consommateur dispose d'un revenu R et veut acheter deux biens X et Y vendus au prix PX et PY. PX, c'est le prix du bien X et PY, c'est le prix du bien Y. Comment doit-il repartir son revenu pour maximiser sa satisfaction? Avant que je ne descende, vous voyez qu'il y a un petit jeu d'équilibre. Il y a un petit jeu d'équilibre. Le consommateur a en sa possession un revenu. Le consommateur a comme information les prix des biens sur le marché. Pour trouver son équilibre, il faut qu'il sache, il est quoi? Qu'il sache quelle est la quantité de biens X et la quantité de biens Y qu'il doit consommer pour atteindre la satisfaction maximale sous contrainte de son budget. On dit donc comment doit-il repartir son revenu pour maximiser sa satisfaction. Alors, il va se situer sur la courbe d'indifférence lui procurant le maximum de satisfaction compatible avec son budget. La solution d'équilibre va se situer au point de tangente entre la courbe d'indifférence et la droite de budget. En fait, le consommateur va faire quoi? Il va atteindre la maximisation, la maximation, on peut dire quoi? Il va atteindre l'utilité maximale sous contrainte budgétaire. Le point d'équilibre du consommateur, on va donc dire, on montre également que l'équilibre du consommateur a lieu si le rapport des utilités marginales est égal au rapport des prix. Ça veut dire que la première optique, c'est selon le graphique. C'est une optique graphique. En fonction du graphique, vous pouvez déjà déterminer cela. Ou vous passez par la formule, l'équilibre utilité marginale de X sur utilité marginale de Y est égal à P de X sur P de Y avec la contrainte budgétaire, c'est-à-dire avec R est égal à XPX plus Y PY. Exemple, la fonction d'utilité d'un consommateur SXY est égal à XY. Son revenu est de 10 et P de X égale à 2 et P de Y égale à 1. Déterminer l'utilité marginale de X, l'utilité marginale de Y, la combinaison optimale et l'utilité totale. Donc, je vais charger la correction de l'exercice. Je pense que ça arrive jusqu'ici. On a donc l'exercice, l'exemple, on a donc la fonction d'utilité d'un consommateur donnée par S égale à Y, son revenu est de 10, P de X égale à 2 et P de Y égale à 1. On va déterminer l'utilité marginale de X, on va déterminer l'utilité marginale de X, l'utilité marginale de Y. On va déterminer la combinaison de X et de Y qui maximise l'utilité de ce consommateur et nous allons déterminer l'utilité totale. Voilà, je crois que ça s'est affiché.
Regardons ici. Non. On a donc la fonction d'utilité du consommateur. La fonction d'utilité ici, c'est S égale à XY. S égale à XY. Son revenu est de 10. Donc, R égale à 10. Les prix des biens P de X égale à 2, P de Y égale à 1. Déterminer l'utilité marginale. Depuis hier, je vous ai expliqué, lorsqu'on vous détermine ça peut être la position marginale, ça peut être le coût marginal, l'utilité marginale, ce sont des dérivés partiels. Ça veut dire quoi? Comme j'ai S égale à X et Y, je dérive donc X. Je suis à l'utilité marginale et X. C'est la dérivée de quoi? La dérivée de S sur la dérivée de X. On se rend compte que la constante, donc c'est Y. On a donc l'utilité marginale de X égale à grand Y et l'utilité marginale de Y égale à X. À la troisième question, donc, pour avoir l'équilibre, il faut que l'utilité marginale de X divisée par l'utilité marginale de Y soit égale à P de X sur P de Y. Ce qui implique donc que Y sur X soit égal à 2 sur 1. Parce que P de X, P de Y, ici, P de X égale à 2 et P de Y égale à 1. J'ai donc X là, j'ai 2 là et 1. On peut donc tirer, on a Y égale à 2X. La contrainte budgétaire, c'est quoi? C'est que R soit égal à XPX plus YPY. On connaît déjà que PX est 1. Alors, R, c'est égal à 2X plus Y. Dans les données au préalable, on m'a dit que R est égal à 10. Ce qui implique que 10 soit égal à 2X plus Y. Lorsqu'on tire, on a donc X égale à 5 sur 2 et Y égale à 5. Pour avoir donc l'utilité totale, on remplace simplement X et Y par leur valeur. On a l'utilité totale qui est de 12,5. Là, on a trouvé l'utilité totale. Lorsqu'on vous donne ces éléments dans un exercice, ça peut être l'exemple d'application, ça peut être lors d'un devoir ou, je sais pas, la normale. Vous vous rassurez que vous avez pris les données comme dans l'exercice. Parce que vous pouvez commettre les petites erreurs en prenant des données qui ne sont pas totalement vérifiées. Alors, vous vous rassurez que vous avez pris les données et vous commencez donc à manipuler ces données-là en fonction de quoi? En fonction des formules que je vous ai données dans le cahier. Alors, je vais passer à la présentation suivante. Après avoir déterminé donc l'équilibre du consommateur, on va entrer dans la structure et la propension de la consommation. Attendez, je recharge vite le document pour que nous soyons au même niveau. Je pense que c'est bon à ce niveau. Alors, avant que ça ne charge, je peux déjà commencer à vous expliquer. On a la structure et la propension de la consommation. Ici, on va parler de quoi? De la structure de la consommation. Pour connaître la structure de la consommation, on analyse le budget des ménages. On va analyser le budget des ménages. Pourquoi? On va analyser le budget des ménages. On va étudier les différents coûts budgétaires. Est le poids d'une dépense consacrée à un bien ou à un service précis dans un budget. On a par exemple le coefficient du logement qui peut être le rapport de la dépense du logement sur le total des dépenses fois 100. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que je dois savoir exactement je dois savoir exactement quelle est la propension, quel est l'apport, quelle est la quote-part que de mon revenu que je vais allouer à telle ou telle dépense. Si j'ai le logement, j'ai la nutrition, j'ai le transport, je dois savoir peut-être mon logement va me prendre 30%, ma nutrition va me prendre, disons que ma nutrition va me prendre peut-être 20%, mon transport va peut-être me prendre 15%.
Avec la structure de la consommation, je peux y savoir exactement quelle est la partie, je vais ramener ça, je peux y savoir quelle est la partie de mon revenu que je dois allouer peut-être à tel ou tel type de consommation. Je vais revenir à la page. Non, on va passer. Voilà. On va passer à la page suivante. Alors, on va passer aux propensions. On a la propension à consommer. Je suis ici. Voilà. Ce que j'expliquais, il y a la structure et la propension de la consommation. J'ai expliqué la structure de la consommation. Maintenant, nous sommes au niveau des propensions. Les propensions à consommer. On distingue la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer. La propension moyenne à consommer, c'est quoi? C'est le rapport entre la consommation courante et le revenu courant du moment. Si j'ai simplement, disons, le revenu, si je pose mon revenu est égal à quoi? Mon revenu est égal à ma consommation plus mon épargne. Je regarde quelle est la partie de mon revenu, quel est le pourcentage, quelle est la quote-part de revenu que je vais allouer à la consommation. Alors, je suis donc dans une optique où je vais d'abord déterminer soit la propension moyenne, soit la propension marginale. La propension moyenne, donc, c'est quoi? C'est la consommation divisée par le revenu. Tandis que la propension marginale à consommer, c'est plutôt quoi? Le supplément de consommation dû au supplément de revenu. Ici, nous aurons donc quoi? Propension marginale à consommer égale à la variation de la consommation sur la variation du revenu. Ça, c'est dans les cas discrets, ou bien dans les cas en bas, vous mettez plutôt, c'est pas discret, c'est ici en bas, c'est différent. Là, en bas, nous avons propension marginale à consommer. Là, c'est la dérivée de la consommation par rapport à la dette du revenu. On a un exemple. Pour PMC égale à C, B désigne la consommation incompressible. C'est quoi la consommation incompressible? Ça, c'est vraiment pour développer. La consommation incompressible, c'est la consommation qui ne... C'est ça la consommation. La consommation égale à C, la consommation globale ici égale à CR plus B. CR, c'est la consommation qui dépend du revenu, tandis que B, c'est la consommation qu'on appelle encore consommation incompressible ou consommation autonome. Après avoir déterminé donc la propension, on a donc les limites. On va parler des limites de la fonction de consommation. Keynes, ceux qui ne le connaissent pas, John Maynard Keynes, c'est un économiste, un célèbre économiste. Parce que si je rentre un peu, si je vous fais un petit briefing sur la pensée économique, je peux vous parler par exemple les grands courants. Si on prend les grands courants, les courants libéraux, quand je parle des courants libéraux, on avait les classiques et les néoclassiques. Après, on parle ici là des keynésiens. Les keynésiens, donc, ça rentre dans le courant de pensée de John Maynard Keynes. Alors, cet économiste Keynes considère la consommation comme étant fonction du revenu courant, ce qui n'est pas toujours le cas en longue période. En effet, les consommateurs ont tendance à maintenir leur niveau de consommation malgré la baisse de leurs revenus. C'est l'effet cliquet. L'effet cliquet, c'est quoi? De manière simple. Vous avez un revenu de 150 000 chaque mois. Les 150 000 que vous avez chaque mois vous permet d'aller au restaurant tous les week-ends avec votre femme. Ça veut dire que chaque week-end, un mois à 4 semaines, on peut dire que dans un mois normal, vous avez 4 week-ends.
Vous avez à ça, ça entre déjà dans vos habitudes de consommation. Vous pouvez, vous avez 250, je peux aller chaque week-end au restaurant. Subissez une baisse de revenus, ça veut dire un petit peu de 400 000. Qu'au détriment de la baisse de leurs revenus, ils essayent quand même de garder leurs habitudes de consommation. C'est ça qu'on appelle l'effet cliquet. C'est qu'on dit bien, les consommateurs ont un de consommation malgré la baisse de leurs revenus. Ça, c'est un peu maintenant à l'épargne. Puisque je vous ai dit d'entrée de jeu que le revenu est égal à l'épargne plus la consommation. La consommation, c'est la partie du revenu qui va être utilisée et l'épargne, c'est la partie du revenu qui va être gardée. Pardon. Alors, on dit l'épargne, c'est quoi? C'est la part non consommée du revenu disponible de l'égalité R égale à C plus E. C'est-à-dire consommation plus épargne, on tire E égale à R moins C. L'épargne est égale au revenu moins la consommation. Les propensions à épargner. Pour les propensions à épargner, on distingue la propension moyenne à épargner, la propension marginale à épargner. Lorsqu'on parlait des propensions à consommer, on utilisait pratiquement les mêmes formules, mais à la seule différence que ici on a plutôt l'épargne plutôt que la consommation. J'ai donc la propension moyenne à épargner. C'est le rapport entre l'épargne et le revenu. On a donc E sur R. Et la propension marginale à épargner, qui est le supplément d'épargne lié. Ici, ça s'est coupé. On dira donc que la propension marginale, pardon, la propension marginale à épargner, comme il y a le vide, je vais écrire. On aura donc P, M, E sera égal à quoi? À variation de l'épargne sur la variation du revenu, ou PMC pour les cas continus. Ça, c'est pour le cas discret. Pour le cas continu, sera égal à quoi? À la dérivée de l'épargne sur la dérivée du revenu. Voilà. Donc, la propension marginale à épargner, c'est variation de l'épargne sur variation du revenu. Ça, c'est pour les cas discrets. Pour le cas continu, c'est dérivée de l'épargne sur dérivée du revenu. Ok, on passe au cas suivant. Alors, le chapitre 2, nous sommes parvenus au thème du chapitre 2. Le chapitre 2 nous a permis de comprendre les ménages, la consommation. Nous avons plutôt, je dirais plutôt, nous a permis de comprendre le comportement du consommateur. On peut se dire que comment je vais appeler ça? Le petit résumé ou bien la petite conclusion, c'est quoi? C'est de savoir que le consommateur a un revenu. Ce revenu peut être considéré, peut avoir une simple formule, revenu est égal à consommation plus épargne. Parce qu'il y a une partie du revenu qu'il consomme et il a une autre partie qu'il ne consomme pas. Alors, pour donc consommer ce revenu, il doit être quoi? Il doit être rationnel. Il doit être rationnel parce qu'il doit tenir compte d'abord de son revenu. Il doit tenir compte des prix sur le marché. Là, c'est très important. Le consommateur donc pourra déterminer de son revenu
qu'il va consommer et déterminer donc la partie du revenu qu'il doit épargner. Ça veut dire qu'à chaque fois que le consommateur va se retrouver dans une optique où il veut consommer, il doit faire quoi? Il doit faire un arbitrage entre les quantités, s'il a peut-être deux types de biens à consommer, il doit faire un arbitrage entre les quantités des biens X ou Y à consommer. Donc, il doit réfléchir sur une combinaison optimale. Cette combinaison optimale qui lui permet d'abord d'avoir l'utilité maximale sous la contrainte de son budget. Après le consommateur, et dans le premier chapitre, nous avons parlé du producteur. Dans le second chapitre, nous avons parlé du consommateur. Alors, le producteur et le consommateur, ils font comment pour se rencontrer? Ils se rencontrent donc dans un lieu, ça peut être un lieu visible, ça peut être une simple plateforme. Alors, et lorsqu'ils vont se rencontrer, les échanges qu'ils auront, ces échanges-là seront avec quoi? Ça auront un prix. Alors, nous allons entrer donc dans la partie des marchés et des prix. On va essayer de ressortir dans les caractéristiques des marchés et comment est-ce qu'on doit déterminer les prix. Est-ce que ces prix-là sont déterminés de manière hasardeuse? Est-ce qu'on tient compte des consommateurs? Est-ce qu'on tient compte des coûts de production? Alors, le chapitre 3 va nous renseigner sur les marchés et les prix. Avant donc de lancer ce chapitre 3, on va prendre une petite pause et j'attends vos différentes questions sur la fin du chapitre précédent. J'attends vos différentes questions. S'il n'y a pas de questions, on passe au chapitre 3. Chapitre 3, les marchés et les prix. Dans les économies modernes, les échanges s'effectuent par l'intermédiaire des marchés. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Considéré au départ comme une place publique, sa localisation de nos jours n'est plus indispensable grâce au progrès technique. Alors, à l'époque, on se disait que le marché était simplement le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Vous devez donc comprendre que la définition du marché va même évoluer. On pourra même dire que c'est une plateforme. Pourquoi c'est une plateforme? Le marché de nos jours, on n'a pas besoin de se voir. On n'a pas besoin de se retrouver dans un lieu physique. On n'a pas besoin de cela. On peut juste échanger chacun de son côté et effectuer les différentes transactions à un prix bien précis. Parce que le prix, c'est quoi? L'expression monnaie de la valeur d'une transaction. C'est ça le prix du bien ou du service. Maintenant, nous allons entrer dans les spécificités des marchés, les différents types de marchés. Selon les critères juridico-économiques, on distingue les marchés de concurrence pure et parfaite et les marchés de concurrence imparfaite. Alors, quelle est la caractéristique du marché de concurrence pure et parfaite? En effet, c'est un marché sur lequel il y a une multitude d'offreurs face à une multitude de demandeurs. Dans la caractéristique dans le marché de concurrence pure et parfaite, j'ai plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. C'est ça. Plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. La première caractéristique du marché de concurrence pure et parfaite, c'est quoi? C'est l'atomicité du marché. C'est quoi l'atomicité du marché? En fait, la taille des entreprises est telle qu'aucune d'entre elles ne peut exercer une influence sur le marché. Les agents sont des price takers. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Le seul élément qui distingue le produit le produit dans le marché, c'est le prix. Alors, la taille d'une entreprise ne peut pas influencer sur les autres. Ça veut dire que dans le marché de concurrence pure et parfaite, on ne peut pas avoir des cas où
On a une entreprise qui est tellement énorme qu'elle peut se retrouver en train de mobiliser le marché. Il y a un équilibre qui fait en sorte que chaque entreprise peut avoir les mêmes chances face aux différents clients. C'est ça le marché de concurrence pure et parfaite. Que chaque entreprise ait la même chance de vente de ses produits face aux différents clients. L'homogénéité du produit. Ici, dans le marché de concurrence pure et parfaite, les produits offerts sont strictement identiques. Ça veut dire que si nous sommes dans le marché du savon, on n'aura pas les différentes... si on est dans le marché du savon, on n'aura pas quoi? On n'aura pas comment on appelle ça? On aura 30 marques. Ça veut dire que chaque entreprise qui va vendre le savon va vendre un savon sans la marque. Il n'y a pas de signe distinctif. C'est ça le marché de concurrence pure et parfaite. Après, on dit il y a pardon. Il y a ce qu'on appelle la fluidité du marché. Libre entrée, libre sortie. La libre entrée, la libre sortie, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et à la sortie du marché. Un nouveau concurrent peut venir s'installer dans le marché sans problème, dans le marché de concurrence pure et parfaite. On ne va pas mettre des barrières à l'entrée du marché pour dire que non, toi, il faut tel ou tel critère pour que tu ailles dans le marché. Non. On pourra encore dire qu'elles concernent la mobilité, sont libres de quitter ou de s'installer sur le marché. La mobilité, les biens, les capitaux et les personnes sont libres de se placer sur une zone géographique donnée. Le marché de concurrence, en fait, le jeu, c'est quoi? C'est que les concurrents, il ne faudrait pas qu'un concurrent ait un avantage sur l'autre concurrent au niveau du terrain, au niveau des différents facteurs de production. Il ne faut pas qu'un maîtrise une technologie par rapport à l'autre. Non. Vous maîtrisez les technologies identiques, vous fabriquez les produits identiques pour livrer sur le marché. Alors, on a donc comme dernier critère la transparence. Les consommateurs, les entreprises disposent d'une information totale et dans le marché de concurrence pure et parfaite, tous les intervenants disposent de l'information, de la bonne information. L'acheteur, lorsqu'il va vers toi pour acheter, il a toute l'information sur le produit. Il ne vient pas acheter un produit sans avoir la dite information. Alors, à part les marchés de concurrence, le marché de concurrence pure et parfaite, nous avons donc les marchés de concurrence imparfaite. On distingue donc 3 types de marchés imparfaits. Nous avons comme premier marché le monopole. C'est quoi le monopole? Le monopole dans le marché, bon, on a cité, on a le monopole, on a l'oligopole, on a la concurrence monopolistique. Il s'agit des situations non concurrentielles. Je viens ici au niveau du monopole, en fait. Le monopole, c'est un marché sur lequel il y a un seul offreur face à une multitude de demandeurs. L'entreprise qui offre les biens et les services est seule. C'est ça la situation du monopole. On a une entreprise qui livre les biens et les services et c'est cette entreprise-là qui est seule face aux différents, on les appelle comment? Face aux différents consommateurs. Quelles sont donc les causes? Parce que le monopole, pour qu'une entreprise se retrouve en situation de monopole, ce n'est pas dans la quasi-totalité des cas, ce n'est pas le fruit du hasard. On peut avoir des causes économiques. On peut avoir des causes économiques ici. Sur quel mot? Oui. On a le comportement de prédation et d'innovation. Bien nouveau, nouvelle façon de faire, exemple, fabrication du plastique à partir du pétrole. Ce qui se passe ici au niveau du monopole, je vais dire de cette première cause, c'est quoi? Imaginez-vous une entreprise innove en termes de biens. Lorsqu'elle innove,
Ça veut dire qu'elle devient quoi? Elle devient la première à produire ce type spécifique de produit. Comme elle a donc un type spécifique de produit, lorsqu'elle lance sur le marché, les autres entreprises n'ont pas encore ce produit-là. Alors, elle a donc le monopole. Parce que là, le bien, il est nouveau sur le marché. Elle a donc elle est en situation de monopole puisqu'elle est la seule à vendre sur le marché. On peut encore avoir les causes technologiques. Les technologiques, je vois ça, imaginez-vous une entreprise qui a développé et en fonction de cette nouvelle technologie-là, elle peut prendre d'assaut le marché avant que les autres concurrents ne puissent naître. On a aussi le monopole naturel. Le monopole naturel peut être comment? J'arrive dans une ville où le sous-sol a le diamant et ils sont les seuls peut-être dans la concurrence à l'avoir. Ça veut dire ce qui va faire l'extraction et la vente de ce diamant-là. Cette entreprise aura le monopole. Le monopole sera naturel parce que le seul endroit où on va trouver le bien, ça sera là-bas. Les autres entreprises n'auront pas ça. On peut encore on compare l'État, combattre la protection juridique. Lorsqu'on parle de la protection juridique, il y a les brevets et les licences. On a les contrats d'exclusivité et les droits de propriété. Comme au Cameroun, avant, nous avions l'exclusivité avec quoi? Pour la distribution de l'électricité, on avait l'exclusivité avec la société Eneo. Les caractéristiques maintenant du monopole. Dans les caractéristiques du monopole, la demande qui s'adresse à une entreprise en situation de monopole est celle de l'ensemble du marché. Elle est price maker, fixeur de prix. Alors, la demande qui s'adresse à une entreprise en situation de monopole est celle de l'ensemble du marché. Elle est price maker, c'est-à-dire fixeur de prix. L'entreprise qui est en situation de monopole fixe le prix. Vous allez venir acheter. Pourquoi? Parce que cette entreprise-là est seule. Vous savez, ça permet souvent qu'on ait des variations au niveau des prix. Quand vous regardez, nous regardons le contexte économique camerounais, les prix des biens de certains biens ont beaucoup évolué, ont beaucoup diminué en fonction des années. Pourquoi? Parce que il y a eu l'entrée des entreprises concurrentes dans le paysage économique. Il y a les biens comme l'eau minérale. À l'époque, dans les années, je peux dire dans les années 90, début des années 2000, l'eau minérale était considérée au Cameroun comme un bien produit de luxe. Parce que en termes d'entreprise, pour l'eau minérale, on avait l'entreprise, la CEMEC, la société d'eau minérale du Cameroun, celle qui produit l'eau Tanguy. La CEMEC était donc là. Il n'y avait pratiquement les prix constructeurs, on a donc vu la naissance des marques Supermont, Aquavita, Sémé. Il y en a plusieurs, il y en a tellement. On se rend compte que plusieurs entreprises concurrentes, ça a permis que l'eau minérale, le prix de l'eau minérale a carrément chuté. Aujourd'hui, un individu peut s'acheter une palette d'eau minérale à pratiquement 1200-1300 francs CFA. Une palette de 6 bouteilles. À l'époque, si la bouteille était à 500, ça veut dire que 6 bouteilles revenaient au consommateur à pratiquement 3000 francs. Vous vous rendez compte de la concurrence, ça a le prix de l'eau minérale. Alors, c'est différent. La situation de monopole fait en sorte que l'entreprise. Après le monopole, nous avons l'oligopole.
C'est un marché sur lequel il y a quelques offres face à une multitude de demandeurs chaque fois que deux offreurs se partagent l'essentiel du marché. Je prends le cas du Cameroun. Nous avons dans les entreprises brassicoles, nous pouvons prendre la SABC, on peut prendre Guinness Cameroun, on peut prendre UCB pour Kadila, oui, UCB. Dans le cadre de télécommunications, on a Orange. En fait, c'est quoi? L'oligopole, c'est que nous avons on a quelques entreprises qui offrent le produit. On a quelques entreprises qui offrent le produit. Ça, c'est la situation d'oligopole. Alors, on est maintenant dans la dernière situation, la concurrence monopolistique. En effet, c'est un marché sur lequel il y a de nombreux offreurs face à de nombreux demandeurs et les produits offerts sont différenciés. La différence peut porter sur la marque, la norme, les labels, les appellations d'origine, l'expérience et la certification. La différence confère aux producteurs une situation de monopole, mais de façon fragile, liée aux produits de substitution. La concurrence monopolistique, c'est un peu le marché que nous vivons dans la majorité des produits de première nécessité au Cameroun. Si je reviens au savon, chaque entreprise a un petit monopole sur sa marque. Parce que si tu peux acheter, je peux prendre un savon au hasard, Azur. Lorsque tu vas, celui qui a mis Azur là, c'est l'entreprise qui a ce nom, ce logo. Ça veut dire qu'il possède cela. Lorsque tu vas dans ta tête, tu dis, je m'en vais prendre Azur, tu vas consommer le produit de cette entreprise-là. Si tu pars peut-être acheter le savon, prenons le savon Mayor, voilà. Le savon Mayor, ça veut dire que tu pars acheter l'entreprise Mayor. Celui qui a acheté Azur et a acheté l'entreprise Azur, celui qui a acheté Mayor et a acheté pour l'autre. Mais ce sont des petits monopoles très fragiles. Très fragiles, pourquoi? Parce que bien qu'il y ait le nom, bien qu'il y ait la marque, bien qu'il y ait les signes distinctifs, les légères variations sur le marché peuvent faire en sorte que le client choisisse n'importe quelle entreprise au détriment d'une autre. En fait, ce n'est pas parce que ce savon-là s'appelle Azur que les clients vont venir seulement acheter ce savon-là. Ils peuvent acheter ce savon-là, ils peuvent encore acheter un autre. Il y a plusieurs contraintes du marché qui font en sorte que les clients se retrouvent en train d'acheter votre produit ou un autre. On peut avoir le prix. Je peux avoir Azur là, c'est 300 francs. J'aime bien la marque Azur, mais j'ai 250 à main. Et j'arrive à la boutique, on me dit que le savon Mayor, c'est 250. Bien qu'au départ, je voulais acheter Azur, j'aime bien même consommer Azur, mais la situation, c'est que le prix de Mayor m'arrange, puisque le revenu que j'ai entre mes me permet d'avoir le savon. Alors vous voyez que cette concurrence monopolistique là, c'est une concurrence, c'est un monopole fragile. Nous allons passer dans les caractéristiques des marchés. Alors, les marchés sont caractérisés par l'offre, la demande et les prix. J'attends 2 ou 3 questions sur la première partie. En concurrence au niveau de la marché. Alors nous verrons les caractéristiques des marchés à la prochaine séance. Jusqu'ici, personne n'a posé de questions. Pour la prochaine fois, nous travaillerons donc sur les caractéristiques des marchés. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.